Faites passer les soldats par les canalisations pour infiltrer les villes. Aussi étrange que cela paraisse, la Russie emploie cette stratégie en Ukraine depuis des mois pour tenter de capturer Kupiansk. Le problème pour la Russie, c'est que l'Ukraine connaît la canalisation menant à la ville, et ce qui était prévisible arrive. L'invasion secrète de la Russie par les canalisations s'est retournée contre elle, l'Ukraine opposant une riposte brutale et éliminant massivement les hommes dans les tuyaux. Selon United 24 Médias, la situation de la Russie à Kupiansk, qui se trouve dans la région de Kharkiv, devient chaque jour plus critique. D'après le rapport du média en date du 20 janvier, on estime qu'il reste moins de 100 soldats russes dans la ville. Nombreux sont ceux accroupis dans des sous-sols ou autres cachettes, attendant des renforts qui ne viennent pas. Ces soldats ont beaucoup plus de chances d'être repérés et éliminés par les drones itinérants de l'Ukraine. Et il y a une raison majeure pour laquelle la seule stratégie de la Russie pour infiltrer des soldats à Kupiansk s'est effondrée. Depuis des mois, la Russie envoie des renforts à Kupiansk en utilisant d'anciens gazoducs qui passent sous la rivière Oskil en direction de la ville. La stratégie a fonctionné pendant un certain temps. Les soldats russes ont rampé sur environ 15 km, soit 93 miles de gazoducs, utilisant parfois des trottinettes électriques pour avancer plus rapidement, dans les sections du tuyau, où ils pouvaient presque se tenir debout, ou sortir de l'autre côté, près de Kupiansk. United 24. Les médias rapportent que l'Ukraine a découvert l'utilisation du gazoduc par la Russie à l'été 2025 sans pouvoir agir. À ce moment-là, Kupiansk était assiégé. L'Ukraine semblait sur le point de perdre la ville alors que les soldats russes arrivaient en nombre par le gazoduc, constamment attaqués, et dans un besoin urgent d'aide. Les défenseurs de la ville ont demandé des renforts en urgence, à la fin du mois de septembre. Ces renforts sont arrivés, et ils ont tellement changé la situation à Kupiansk que la ville est très différente en janvier de ce qu'elle était en été. Vous en apprendrez plus sur la situation actuelle à Kupiansk si vous continuez à regarder la vidéo. Mais qu'en est-il des renforts ? Ils ont lancé une contre-offensive durant les derniers mois de 2025, dans le but de nettoyer la ville qui commençait à être infestée de petits groupes de soldats russes. Pour maintenir ce nettoyage, l'Ukraine devait aussi surveiller le pipeline utilisé par la Russie pour infiltrer ses soldats. C'est exactement ce qu'elle a fait. En novembre, selon le Washington Post, la stratégie du pipeline de la Russie a commencé à s'effondrer grâce à la brigade Achille et à son commandant, Anton Chmial, déployé à Kupiansk. La brigade a cartographié le pipeline à partir des plans fournis et a eu une idée. Détruisez les sorties du pipeline et toutes les cachettes proches pouvant servir aux soldats russes qui arriveraient à passer. Ils y vont à pied, sortent du pipeline et courent se mettre à l'abri dans l'une des forêts voisines. Chmiel a dit cela à propos des soldats russes, ajoutant que ceux qui trouvaient un abri changeaient souvent de vêtements pour déshabiller Samuel. Peu après, ils mettaient alors leurs fusils dans leur sac à dos et tentaient de s'infiltrer à Kupiansk. En novembre, Chmiel a lancé la première phase de son plan pour stopper les infiltrés russes du pipeline. Des drones ont été envoyés vers le pipeline, larguant chacun des bombes de 15 kg sur la section sous-marine. Les inondations ont bloqué plusieurs sorties du pipeline, forçant la Russie à traverser la rivière Oskiel avec des radeaux. Cela les a encore rendus vulnérables aux drones ukrainiens. La situation n'a pas duré, mais la brigade Achille a pu savourer sa victoire un moment. Le 13 décembre, le Kiev indépendant a diffusé une vidéo de la brigade montrant son attaque contre le pipeline. D'une durée d'environ 95 secondes, la vidéo met en avant les conditions terribles qu'il y a à l'intérieur des pipelines et montre plusieurs exemples de soldats russes émergeant des sorties du tuyau. Puis le bombardement commence. On voit des munitions être larguées et d'énormes explosions détruire des portions du pipeline de Kupiansk. Où la brigade Achille identifiait une sortie, une bombe suivait vite. La pression sur Kupiansk a été relâchée, mais ce soulagement serait malheureusement de courte durée. Selon le Washington Post, Chmiala a indiqué que la Russie construisait de nouvelles entrées et sorties dans le pipeline de la rivière Oskiel, permettant d'y envoyer davantage de soldats. Cependant, l'Ukraine avait infligé un coup important, physique et psychologique. Physiquement, la Russie avait perdu l'accès aux sorties du pipeline qu'elle maîtrisait, perturbant ainsi les tentatives d'infiltration. Les dégâts psychologiques étaient sans doute pires. Chaque soldat russe entrant dans le pipeline sait désormais que l'Ukraine surveille leurs actions et peut frapper à tout moment. L'Ukraine ne cherche pas à détruire les sorties pour l'instant. Elle réserve aux soldats russes, franchissant les pipelines et la rivière Oskiel, des cadeaux de bienvenue spéciaux à leur arrivée près de Kupiansk. Ces cadeaux sont des drones, et ils apportent la mort à tout soldat russe qui tente de s'infiltrer. Chaque jour, les soldats russes cherchent à renforcer leur présence en ville en envoyant des hommes de l'autre côté de la rivière, sur des radeaux ou via le gazoduc vide.
Le Washington Post rapporte que des images de drones montrent des soldats russes morts près des sorties du gazoduc et de la rivière. Vladimir Poutine se contente désormais d'envoyer ses soldats vivre un enfer sur terre, espérant en faire entrer quelques-uns à Kopiansk. Quand nous parlons d'enfer sur terre, ce n'est pas exagéré. Le gazoduc utilisé par la Russie pour faire passer discrètement des soldats à Kopiansk est non seulement étroit et inhospitalier, mais aussi ancien, ce qui a des conséquences. United 24 Media rapporte que de nombreux soldats sortant du gazoduc présentent des signes d'empoisonnement chimique, les rendant plus vulnérables aux drones ukrainiens. Peut-être que les empoisonnés sont les plus chanceux, car ils peuvent revoir le ciel avant d'être abattus par les drones ukrainiens. Quand la Russie a tenté de reprendre la région de Koursk perdue en 2024 face à l'Ukraine, les soldats du gazoduc ne réussissaient souvent pas à ressortir de l'autre côté. Cela a été révélé le 7 juillet par la chaîne Telegram Canal Severny, qui a publié une vidéo couvrant ce que la Russie a appelé l'opération Ruisseau. Un soldat anonyme dans la vidéo dit que certains hommes entrés dans le gazoduc de Koursk ont perdu la raison et se sont suicidés, préférant cela à affronter une mort quasi certaine. De l'autre côté, les corps s'entassaient aussi. Sortir un cargo 200 termes militaires pour un corps, du tuyau est un vrai calvaire. Il n'y a pas de place. Certains cadavres restent coincés dans les décombres. Je les ai entendus crier « Qu'est-ce qui se passe ?» Mes jambes m'ont lâché, raconte le soldat. Ajoutez à cela une intoxication chimique, et vous obtenez une stratégie qui semble plus susceptible de provoquer la mort à l'intérieur ou à l'extérieur du tuyau, plutôt que de réussir. Pour mener à la chute de Kopiansk, cela nous ramène parfaitement à la situation à Kopiansk en ce moment. Mais avant de plonger dans ce qui se passe à Kopiansk maintenant que les infiltrations russes par les pipelines ont été stoppées, nous espérons que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à The Military Show et commentez ci-dessous votre avis sur les infiltrations russes par les pipelines. Revenons à Kopiansk, la réalité sur le terrain, à laquelle Poutine doit maintenant faire face, et qu'une ville qu'il a affirmé avoir capturée à plusieurs reprises, est bel et bien entre les mains de l'Ukraine. L'échec de la Russie à prendre Kopiansk représente aussi une perte majeure pour Poutine. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, continuez à regarder et nous allons vous expliquer. La présence de la Russie à Kopiansk a été réduite à la centaine de soldats que nous avons mentionnés plus tôt, ce qui est bien loin de ce que nous voyions encore en octobre. Le 21 de ce mois, le Centre d'études orientales a rapporté que des sources ukrainiennes affirmaient que la Russie contrôlait le centre de Kopiansk. En avançant plus au sud de la ville, des groupes de soldats tentaient de percer les défenses ukrainiennes au sud, ce qui leur aurait permis d'avancer le long de la rivière Oskil en direction du nœud ferroviaire de Kopiansk-Vozlovi. Si cela était arrivé, les défenseurs de Kharkiv auraient eu de graves problèmes. Ce nœud est relié à une voie ferrée traversant la région de Belgorod en Russie. La prise de Kopiansk aurait permis à la Russie d'en faire un nœud logistique pour approvisionner ses troupes avançant dans la région de Kharkiv. Tout cela faisait partie du plan du Kremlin, mais les plans ont changé avec l'arrivée de renforts et des troupes ukrainiennes spécialisées dans la destruction de pipelines à Kopiansk. Autrefois omniprésente à Kopiansk, il ne reste de l'armée que quelques traînards et des vestiges. L'Ukraine, de son côté, a passé les derniers chez moi, a mené ses contre-attaques à Kopiansk avec une efficacité implacable. La Russie subit des pertes massives et semble à peine capable de riposter contre les soldats ukrainiens qui éliminent ses troupes. Cela a été révélé dans un rapport du 16 janvier du journal The Independent, qui affirmait que la Russie perd désormais 27 de ses soldats pour chaque perte ukrainienne dans la direction de Kopiansk. Cette évaluation a été publiée alors qu'on apprenait que l'Ukraine contrôle environ 90% de la ville. Cela montre aussi que ses plans échouent parfois, comme pour le pipeline. Le seul plan de secours de Vladimir Poutine a toujours été de créer un hachoir à viande, causant de lourdes pertes russes. Mais cette fois, cela ne fonctionnera pas. L'Ukraine contrôle tellement Kopiansk qu'elle traque les derniers soldats russes sans craindre l'arrivée de renforts. Ceux qui tentent doivent traverser la rivière Oskiel en radeau ou par pipeline, mais les drones ukrainiens rendent cela presque impossible. Le 13 janvier, les soldats ukrainiens ont repris le centre-ville perdu en octobre. Ils ont libéré la mairie de Kopiansk et hissé le drapeau ukrainien sur une ville qui semblait vouée à tomber aux mains de la Russie. 6 jours après, United 24 Media a publié un rapport signalant que les forces russes tentent toujours d'infiltrer Kopiansk. Cependant, les groupes d'infiltration, trop petits et lourdement touchés, n'arrivent pas à s'implanter en ville. Le chef d'état-major de la brigade Kartia, Maxime Holobok, explique ce que vivent de son unité et les autres, qui ont passé les derniers mois à libérer Kopiansk. « C'est comme un jeu de taupe !» dit Holobok. « Nous avons un marteau,
et les taupes surgissent sans arrêt. Le Washington Post estime que la libération totale de Kopiansk prendra plus de temps que souhaité par l'Ukraine. Voilà ce qui se passe quand la stratégie de la Russie consiste à infiltrer discrètement de petits groupes de soldats, qui finissent par être découverts et tués. Les soldats russes peuvent se cacher dans des sous-sols, sous des escaliers et dans toutes les fissures. L'élimination des derniers infiltrés doit donc être délibérée, avec des drones de reconnaissance et une approche méthodique. La Russie ne peut pas déplacer de matériel lourd en ville, et ceux qui entrent opèrent dans un rayon d'environ 1 km² autour de Kopiansk. C'est évidemment une victoire importante et remarquable, déclare un commandant d'unité de drone nommé Vitali au Washington Post. C'est aussi une victoire que Poutine tente de minimiser. Alors que les soldats russes meurent lentement à Kopiansk, le Kremlin tente de bluffer sur leur contrôle de la ville. Même le 17 janvier, RBC Ukraine rapportait que des analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, faisaient remarquer que les commandants russes essaient d'affirmer que leurs forces contrôlent tous les quartiers de Kopiansk, alors que les preuves s'accumulent, que la Russie a à peine une présence dans la ville. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belyousov, a inspecté le groupement des forces occidentales russes, le 16 janvier, et a entendu les rapports du commandant du groupement, le colonel général Sergei Kozovlev, rapporte l'ISW. Avant d'ajouter que Kozovlev a affirmé que les forces russes, dans la direction de Kopiansk, avaient pris Kucherivka à l'est de Kopiansk, Podoli et Kurilivka, toutes deux au sud-est de Kopiansk, en décembre 2025. L'affirmation concernant l'encerclement supposé a été accompagnée par Kozovlev, disant à Belyousov que l'Ukraine n'avait pas réussi à percer dans la ville, et que la Russie maintenait toujours un contrôle total. S'agissait-il d'un mensonge, de la part d'un commandant terrifié, à l'idée d'être la cible de la colère de Poutine à cause de son échec, peut-être ? Mais ce mensonge est un mensonge avec lequel le Kremlin est plus qu'heureux de s'accommoder, car il risquerait de perdre quelque chose d'énorme si la vérité sur Kopiansk était révélée. Nous avons déjà évoqué cette lourde perte dans la vidéo que Poutine et ses sbires estiment davantage que les vies russes perdues lors des assauts sur le pipeline. Pouvoir de négociation. Poutine souhaite vivement que ses forces prennent Kopiansk, notamment pour revendiquer la région du Donbass en Ukraine. Cela peut sembler étrange. Kopiansk est à Kharkiv, hors du Donbass. Donc, prendre cette ville n'apporte rien à Poutine pour agrandir le territoire russe dans le Donbass. Cependant, des liens entre Kopiansk et le Donbass expliquent pourquoi la Russie poursuit ses attaques désespérées. L'un de ces liens est le pouvoir de négociation. Si la Russie contrôle Kopiansk, elle peut échanger cette grande localité ukrainienne contre un autre territoire. Imaginez une situation où Poutine propose de rendre Kopiansk à l'Ukraine en échange de la ville de Pokrovsk, située dans l'oblast de Donetsk, ou d'une autre des villes forteresses de cette région. Il est probable que l'Ukraine n'accepterait pas cet échange. D'autres, comme les États-Unis, pourraient considérer cette proposition comme raisonnable lors des discussions de paix. La Russie échangerait quelque chose pour obtenir ce qu'elle souhaite, permettant à Poutine d'acquérir plus de territoire dans le Donbass. Il y a des raisons plus pratiques pour lesquelles la Russie veut Kopiansk, au-delà de l'utilisation de la ville comme levier. Nous avons évoqué plus tôt le nœud ferroviaire que la Russie utiliserait pour acheminer troupes et matériel de Belgorod à Kopiansk. Cependant, un autre lien avec le Donbass existe. En septembre, RBC Ukraine a indiqué que la Russie utiliserait probablement Kopiansk comme nœud logistique, non pour avancer vers Kharkiv, mais pour accroître la pression sur le Donbass. Pavlo Narojny, qui est un expert militaire selon RBC Ukraine, explique ce que la chute de Kopiansk pourrait signifier dans la lutte pour le Donbass. La prise de Kopiansk nuirait à notre logistique et améliorerait la leur. Toute la guerre dépend de la logistique. Ils couperont nos routes et renforceront les leurs. Kopiansk est situé derrière nos défenseurs. C'est loin de Kharkiv. Mais la prise de la ville représente une menace plus grande pour les défenseurs du Donbass, des agglomérations de Sloviansk et de Kramatorsk, affirme Narojny. La Russie chercherait à attaquer les deux côtés de la ceinture de forteresse de Donetsk. Si elle prend Kopiansk, les troupes que Poutine espère voir submerger Pokrovsk avanceront d'un côté, tandis que celles venant de Kopiansk attaqueront de l'autre. Cela n'arrivera plus. L'Ukraine s'en est assurée. La Russie envoie toujours ses soldats par un couloir déjà surveillé par l'Ukraine. En plus de tout ce que nous venons de mentionner, la poussée de Poutine vers Kopiansk pourrait aussi servir de preuve supplémentaire que la Russie s'intéresse à bien plus que la région du Donbass. Le Washington Post note que Moscou gaspille ressources et main-d'œuvre pour prendre la ville, alors qu'elle serait plus utile dans la campagne du Donbass, surtout depuis que l'Ukraine a repris le contrôle. Poutine agit ainsi parce que ses véritables objectifs de guerre pourraient aller bien au-delà du Donbass, suggère le média.
et que l'accent mis sur le Donbass lors des pourparlers de paix jusqu'à présent pourrait n'être qu'un écran de fumée destiné à dissimuler le véritable objectif de la Russie. En supposant que Poutine veuille utiliser Kopiansk comme monnaie d'échange, la situation dans la ville l'a placé dans une position désespérée. Récemment, des fissures sont apparues dans la façade de Poutine, montrant qu'il réalise la force de la perte de son levier sur Kopiansk. Le 15 janvier, le Moscow Times a rapporté que Poutine disait que la Russie était prête à reprendre des relations diplomatiques avec l'Europe, à condition qu'elle soit, comme avant son invasion. On espère qu'avec le temps, la situation évoluera, et que nos États reprendront un dialogue normal et constructif, a déclaré Poutine en accueillant de nouveaux ambassadeurs étrangers au Kremlin. Il a ajouté « La Russie était et reste attachée précisément à ces approches et est prête à rétablir le niveau de relations dont nous avons besoin. Nos relations reposent sur une histoire marquée par des partenariats profitables et une coopération culturelle enrichissante. » Ces remarques ont suivi les propos de la première ministre italienne Giorgia Meloni, appelant l'Union européenne à relancer un dialogue de haut niveau avec la Russie. Ces remarques arrivaient au meilleur moment pour Poutine. Ces commentaires révèlent un opportuniste cherchant désespérément à se rapprocher des dirigeants européens pour réintégrer les discussions. Il pense pouvoir manipuler certains dirigeants européens pour qu'ils croient sa version des faits à Kupiansk. Poutine a peut-être raison concernant certains, mais la plupart soutiennent toujours l'Ukraine et veulent une paix qui ne la laisse pas affaiblie. En attendant simplement que Poutine relance son invasion, Kupiansk est de nouveau contrôlé par l'Ukraine, et cela signifie qu'un atout majeur a été retiré à Poutine. Sa seule réponse est d'envoyer des soldats dans un couloir de la mort que l'Ukraine surveille depuis des mois. Nous avons souvent mentionné le Donbass dans cette vidéo. Un récit tout aussi faux que celui diffusé par la Russie sur Kupiansk entoure aussi cette région. Des villes comme Pokrovsk pourraient ne pas avoir de couloir de la mort. Dans le Donbass, il s'agit de fausses bannières, de mensonges et de fanfaronnades pour masquer les pertes et échecs russes croissants. Découvrez ce que l'Ukraine a fait dans le Donbass dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre la situation à Kopiansk. Merci de nous avoir regardés.